Hafez Nganem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, reçu en audience en fin d'après-midi par le président de la République Idriss Déby Itno. L'entretien a porté sur la coopération entre le Tchad et la Banque mondiale. La première dame Hinda Déby Itno a accordé une audience au ministre nigérien de l'Agriculture et de l'Élevage Albade Abouba. Les échanges ont porté sur les conclusions du dernier sommet des ministres du SILS en lien avec l'implication des premières dames des pays membres. Et puis les acteurs des pays voisins, les pays voisins de la Libye relancent la médiation entre les acteurs libyens à l'initiative de l'Algérie. Ils ont tenu hier une réunion à Alger pour aider les ennemis à sortir leur pays de l'impasse politique. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Le nouvel an chinois cette année sous l'appellation de l'année de Ra sera célébré ce 25 janvier 2020. Et pour ceux qui ne le savent pas, la tradition chinoise exige en pareille circonstance qu'un chef d'État soit choisi pour présenter ses vœux au peuple chinois dans le cadre des relations de coopération avec la Chine. Cette année, l'honneur échoua au Tchad, notre pays. C'est dans ce cadre que la télévision publique chinoise CCTV est venue recueillir les propos du président de la République Idriss Déby Itno, qui a formulé ses vœux au peuple et au gouvernement chinois ainsi qu'à son homologue Xi Jinping. Voici un extrait sélectionné et proposé par Ibrahim Adam Mamat. Je voudrais tout d'abord exprimer la solidarité du gouvernement tchadien au peuple chinois qui traverse une dure épreuve suite à l'apparition du coronavirus. Je présente mes sincères condoléances au président Xi Jinping, cher ami, et aux familles endeuillées. À la faveur du nouvel an chinois, l'année du Ra, qui débutera ce 25 janvier 2020, je présente mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité à mon cher ami, le président Xi Jinping, au gouvernement et à l'ensemble des peuples amis chinois. Que cette année soit pour le peuple chinois et le monde entier une année de paix, de sécurité et de stabilité durable. J'ai saisi cette heureuse opportunité pour saluer l'excellence de nos relations d'amitié et de coopération, tant au plan personnel qu'entre nos deux pays et nos deux peuples. Je note avec satisfaction que la coopération entre nos deux pays se renforce au fil des années et couvre plusieurs domaines essentiels. Je réitère mon attachement à l'esprit d'amitié et de coopération qui caractérise les relations historiques entre la Chine et mon pays, le Tchad. Je forme le vœu ardent que cette année nouvelle donne une forte impulsion à notre partenariat dans l'intérêt commun des peuples chinois et tchadiens. Suni Taji. Voilà, c'était là le message de présentation de vœux du président de la République, Idriss Déby Itno, à la République populaire de Chine.
Hafez Nganem, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, reçu en audience en fin d'après-midi par le chef de l'État Idriss Déby Itno. L'entretien a porté sur la coopération entre le Tchad et la Banque mondiale. Ibrahim Adam Mamet. À la tête d'une délégation, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Hafez Ghanem, est venu rencontrer le président de la République, Idriss Déby Itno, pour discuter des différents projets que cette institution financière est amenée à financer au Tchad. Cette audience a regroupé autour du chef de l'État le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha, le conseil économique Étienne Alingué, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilan, ainsi que celui de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubragna. Pendant 2 fois 30 minutes, un tour complet de la coopération entre le Tchad et la Banque mondiale a été fait. Le chef de l'État et Hafez Ghanem ont évoqué, entre autres, l'accès à l'énergie, l'autonomisation de la femme, de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que de l'importance de l'économie numérique. Nous avons parlé surtout du secteur de l'énergie et comment améliorer l'accès à l'énergie, à l'électricité partout au Tchad et les différents projets que la Banque mondiale peut soutenir pour assurer l'accès universel à l'énergie. Le deuxième secteur dont on a parlé des infrastructures routières et des transports et des projets que la Banque peut soutenir, surtout pour améliorer l'accès de Tchad au port et nous avons parlé donc de l'axe Tchad-Cameroun et le projet routier. Nous avons aussi parlé de capital humain, l'éducation, la santé, et les différents projets dans ces secteurs, mais et surtout aussi l'importance de l'autonomisation des femmes pour améliorer le capital humain. L'agriculture et l'élevage sont des secteurs très importants pour la création d'emplois au Tchad et nous avons parlé des chaînes de valeur comme la gomme arabique par exemple, ou les sésames, les chaînes de valeur qu'on peut travailler ensemble pour développer, pour créer plus d'opportunités dans le pays. Finalement, un point très important que je pense est une priorité pour le Tchad, mais pour toute l'Afrique, c'est l'économie numérique. Et nous avons donc parlé des programmes et des projets pour améliorer et renforcer l'économie numérique qui va donner beaucoup plus d'opportunités à nos jeunes ici au Tchad. Le franco-égyptien Hafez Ghanem, 61 ans, expert en développement, 30 ans d'expérience où il a roulé sa bosse un peu partout au monde avant d'occuper la vice-présidence de la Banque mondiale pour l'Afrique depuis juillet 2018. Restons toujours à la présidence de la République avec cette audience accordée ce vendredi par la première dame Hinda Déby Itno au ministre nigérien de l'Agriculture et de l'Élevage Albade Abouba. Les échanges ont porté sur les conclusions du dernier sommet des ministres du SILS en lien avec l'implication des premières dames des pays membres. Djibril Noualwali. La dernière session du Conseil des ministres du SILS, tenue en décembre dernier à Ouagadougou, a été sanctionnée par des mesures et recommandations pour les moins importantes. Elles ont été portées à la connaissance de la première dame Hinda Déby Itno par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger, Albade Abouba, accompagné du secrétaire exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, Dr Jimé Adoum. C'est en sa qualité de championne de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du SILS, titre qu'elle partage avec sa sœur, première dame du Niger, que la première dame Hinda Déby Itno a suivi l'exposé qui lui a été fait relativement aux conclusions de la session ministérielle qui a recommandé l'organisation d'un sommet des premières dames des pays membres. Il s'agit d'une démarche inédite, se félicite le haut responsable nigérien. Il y avait une recommandation qui était très forte. C'est celle de l'organisation d'un sommet des premières dames du SILS au cours de cette année 2020. Consécutivement, nous avions le devoir de venir lui rendre compte donc, de cette proposition de l'organisation de ce sommet. Et nous avons au préalable aussi rencontré la première dame du Niger, son Excellence Madame Malika Issoufou, qui nous a donc recommandé de venir également rencontrer
son Excellence Madame Hinda Déby Itno pour lui rendre compte donc de propositions sur l'organisation concrète donc de ce grand événement. Alors nous avons échangé, elle nous a donné de très sages conseils et des orientations par rapport à l'organisation donc de cet événement phare qui se trouve être le premier sommet des premières dames de l'espace SILS depuis sa création en 1973. Des aspects techniques et de l'organisation pratique du sommet, les deux hauts responsables ont pu obtenir avis, conseils et orientations de la première dame Hinda Déby Itno. En l'impliquant dans le mûrissement du projet et sa conduite, le SILS entend faire de la première dame une défenseur de la cause en plaçant la problématique de la malnutrition au cœur de ses actions. C'est revêtu de son titre, La sécurité alimentaire et nutritionnelle s'est également invitée lors de la seconde audience accordée par la première dame à la princesse jordanienne Sarah Zeid, ambassadrice du programme alimentaire mondial. Hinda Déby Itno a aussi partagé ses expériences avec Madame Christine Béji. Elle est la présidente de l'Organisation des femmes, ancienne ministre d'Afrique. La mouture de ces deux audiences avec Tibrino Aloli. Le conseil spécial du programme alimentaire mondial PAM pour la santé de la mère, de l'enfant et la nutrition que l'épouse du prince Zeid Al-Ra'ad Al-Hussein de la Jordanie parcourt les pays sahéliens. Son engagement n'est pas loin du combat que mène la première dame Hinda Déby Itno, aussi ambassadrice d'une autre agence des Nations Unies qu'est l'ONU-SIDA. La convergence de vues s'est vite dégagée lors des discussions qui ont essentiellement porté sur les déterminants de la malnutrition et leur impact sur les femmes et les enfants. Renseignée amplement par ses descentes sur le terrain et les échanges avec les acteurs concernés, la princesse Sarah Zeid a entretenu la première dame au regard de son engagement soutenu pour le couple mère-enfant. L'ambassadrice du PAM, à sa sortie d'audience, dit avoir eu une oreille attentive et s'est dite revigorée par l'engagement renouvelé de la première dame Hinda Déby Itno, décidée à œuvrer avec elle et le PAM dans la sensibilisation et la mobilisation de l'opinion publique sur les besoins spécifiques, les vulnérabilités des femmes, des filles, des enfants et des nouveau-nés dans le contexte des crises humanitaires. La première dame Hinda Déby Itno est également sollicitée pour une autre préoccupation qui ne lui est pas étrangère. L'Organisation des femmes, ancienne ministre d'Afrique, a trouvé porte ouverte. L'entité que pilote Madame Christine Béji est venue expliquer de vive voix la raison d'être de son organisation qui compte appuyer les chefs d'État africains dans la prise de décision et ce pour des raisons évidentes, confie-t-elle. Nous avons estimé que nous, anciennes ministres, qui avons participé à la gestion du pays avec les chefs d'État, nous avons capitalisé beaucoup d'expériences que nous devons partager, que nous devons mettre au profit de nos pays respectifs afin que l'Afrique aujourd'hui puisse changer de cap et amorcer son développement dans tous les domaines. La première dame, elle a accueilli, c'est-à-dire comme si elle était rentrée à l'intérieur de nous-mêmes. Le projet, elle l'a. Franchement, elle s'est appropriée ce projet-là. Elle nous a donné des idées comme c'est ensemble avec elle que nous avons initié ce projet. L'Organisation des femmes anciennes ministres d'Afrique, d'après Mme Christine Béji, a choisi le président de la République, Idriss Déby Itno, et la première dame du Tchad, respectivement comme parrain et marraine. Un choix réfléchi qui se justifie à bien des égards, souligne-t-elle, ajoutant que son organisation pèsera de tout son poids pour orienter en priorité les politiques en faveur de la jeunesse qui, selon elle, se trouve dans un déséquilibre à réajuster de toute urgence. La suite de cette édition, les pays voisins de la Libye relancent la médiation entre les acteurs libyens à l'initiative de l'Algérie. Ils ont tenu hier une réunion à Alger pour aider les ennemis à sortir leur pays de l'impasse politique. Le Tchad est représenté à cette rencontre par le chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mamadzen. Reportage Suleiman Diabo. Plongés dans un conflit politico-militaire, les acteurs libyens ne parviennent toujours pas à accorder leur violon, s'enlisant ainsi dans une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Une situation qui continue à avoir des retentissements sur l'ensemble de la région du Sahel et plus particulièrement sur les pays voisins.
Les ministres des Affaires étrangères du Tchad, de la Tunisie, de l'Égypte, de l'Algérie, ainsi que les représentants du Soudan et du Niger réfléchissent sur une nouvelle approche pour réconcilier les frères libyens. Hors de cette rencontre, le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Bakadoum, précise que toute ingérence extérieure, d'où qu'elle vienne, ne peuvent qu'envenimer la situation déjà délétère. Le chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mohamed Zen, précise que seule une mutualisation des efforts d'abord entre Africains, en appuyant fortement l'Union africaine et ensuite les autres acteurs internationaux. Selon le ministre des Affaires étrangères, à l'impasse politique et à la guerre des milices incontrôlées s'ajoutent les réseaux terroristes et criminels qui écument la Libye et profitant du chaos qui y règne pour se livrer à des trafics illicites d'armes, de munitions et des êtres humains, ainsi qu'à des attaques armées récurrentes en Libye et dans les pays du Sahel, notamment contre le Tchad, insiste le ministre. Chérif Mamazen s'est dit convaincu qu'une paix durable en Libye contribuera certes à la stabilité de toute la région du Sahel et à l'atténuation de la menace terroriste, de la migration clandestine et de la criminalité transnationale organisée. Par conséquent, il est dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté internationale d'agir vite pour aider la Libye à sortir de la profonde crise qu'elle traverse, conclut le chef de la diplomatie tchadienne. Pour le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zen, il incombe d'abord et avant tout aux Libyens eux-mêmes de trouver une solution à la crise qui fragilise leur pays et partant toute la région Sahel. Suivez. Je dois absolument relever le mérite de votre initiative de réunir à nouveau les voisins pour qu'ils puissent faire entendre leur voix. Et je dois dire que s'il y a en dehors des Libyens eux-mêmes, quelqu'un d'autre qui souffre le plus de la crise libyenne, ce sont les voisins. Ce sont les voisins et je pense que c'est à juste titre que notre collègue du Mali ici présent, qui n'est pas un voisin direct, mais indirect voisin d'un voisin, mais qui a été atteint par les conséquences extrêmement graves de cette crise. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, tout le Sahel est en ébullition, en grande partie à cause de la crise libyenne. Et comme vous le savez, la Libye a été l'un des pays les plus surarmés de l'Afrique, avant la chute du régime de Kadhafi. Et après, effectivement, le déclenchement de cette crise, la plupart de ces armes circulent aujourd'hui au Sahel et même au-delà. Et cela, effectivement, a facilité également l'installation, comme il l'a rappelé, de groupes terroristes dans l'ensemble du Sahel. Et aujourd'hui, c'est devenu une autre crise, peut-être avec une dimension beaucoup plus importante que la crise libyenne elle-même. En tant que Tchad, la situation en Libye nous préoccupe à plus d'un titre. Non seulement en raison de notre proximité géographique avec ce pays, frère, mais aussi parce qu'elle continue à avoir des répercussions directes sur nous, les pays voisins, et sur l'ensemble de la région du Sahel. Voilà, Chérif Mohamed Zen, chef de la diplomatie tchadienne. Et puis, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad informe l'opinion nationale qu'à ce stade, aucun ressortissant tchadien se trouvant en Chine n'est atteint par le coronavirus. L'ambassade du Tchad en Chine rassure qu'elle est en contact avec les 30 étudiants se trouvant à Wuhan, la ville chinoise touchée par le virus. Toute la ville de Wuhan est mise en quarantaine. Actuellement, elle est en train d'être pulvérisée par voie aérienne. Aussi, tous les campus universitaires sont également pris en charge par les autorités sanitaires. Compte tenu donc de la précarité dans laquelle pourraient se trouver les étudiants à cause de la fermeture de la ville, l'ambassade du Tchad en Chine vient de débloquer une assistance d'urgence de 30 millions aux étudiants de Wuhan. L'ambassade du Tchad en Chine rassure également qu'elle est en contact avec les autorités locales qui suivent de près l'évolution de la situation. À la signature de ce communiqué, le porte-parole du ministère, Béchir Issa Hamidi.
Lancement hier soir du budget général de l'État pour l'exercice 2020 et de l'application d'Araïp. Cette nouvelle application favorise les transactions entre différentes entreprises et participe ainsi à la lutte contre les entreprises qui ne s'acquittent pas de leurs obligations fiscales. Daraïp ou paie les impôts est une nouvelle application pour la mise en exécution de la loi de finances pour l'exercice 2020. C'est une nouvelle application qui vise de prime abord la modernisation de l'assiette fiscale. Elle permet d'identifier les entreprises qui ne s'acquittent pas régulièrement de leurs impôts. Il suffit d'avoir le numéro d'identification de l'entreprise et à partir d'une opération téléphonique, l'on dispose de la liste de toutes les entreprises à jour de leurs obligations fiscales. Les organisations de la société civile, celles des ONG non gouvernementales et les partenaires au développement sont tenus de payer leurs taxes fiscales pour accéder au marché public de l'État. Cette nouvelle application favorise également les transactions entre les différentes entreprises et participe à la lutte contre les entreprises informées qui ne payent pas les redevances fiscales. Pour le ministre des Finances et du Budget, cette nouvelle application permet d'appuyer les régies financières pour le recouvrement des recettes de l'État. L'application d'Araïp, qui a été développée, mais qui est fortement soutenue par nos opérateurs de téléphonie mobile, permettra à tout usager, à tout citoyen, à tout fonctionnaire, à tout opérateur économique, aux agents de douane surtout, d'apprécier si une entreprise dispose d'un NIF et si elle est en règle vis-à-vis du fisc. Elle vise également à savoir si une entreprise est admise par la Direction générale des impôts à retenir ou à collecter la TVA. Cette application a aussi d'autres objectifs. Ces objectifs sont, entre autres, l'amélioration du civisme fiscal, l'amélioration ou bien la transparence en matière d'accès au marché public, au marché des ONG, des partenaires au développement, qui ne devront être que ouverts aux entreprises qui sont en règle vis-à-vis du fisc. Par ailleurs, cette application permettra à l'État de s'assurer de manière transparente qu'une entreprise est en règle ou n'est pas en règle lors des paiements effectués pour l'entreprise. Donc c'est une application qui va être également beaucoup utilisée par le Trésor. L'instrument financier de l'État pour l'exercice 2020 participe de la poursuite de la mise en œuvre du plan national de développement 2017-2021. La mise en œuvre de cette loi de finances permettra au gouvernement d'assurer une bonne exécution des dépenses publiques afin d'améliorer les conditions de vie des populations tchadiennes. C'est un instrument juridique qui prend en compte tous les besoins des différents secteurs de la vie publique. Et puis, les travaux sur la revue annuelle du programme national d'éradication du ver de Guinée se sont achevés hier soir. Ces assises ont permis aux participants de trouver des solutions afin d'accélérer les activités d'éradication du ver de Guinée dans notre pays. Garciti Aimé. Durant 2 jours de travaux sur la revue annuelle des activités de l'année 2019 du programme national d'éradication du ver de Guinée ainsi que les perspectives pour l'année 2020. Les participants ont échangé pour améliorer les performances de la surveillance de la dracunculose afin de parvenir à son éradication dans un meilleur délai. Lors de ces assises, les cadres du ministère de la Santé ont formulé quelques recommandations au gouvernement relatives à la faible couverture de la surveillance du ver de Guinée. Le vice-président du centre Carter, Ding Shenko, souligne qu'il faut surmonter le défi en impliquant tous les acteurs afin de bouter cette maladie hors de nos frontières. Le ministre de la Santé publique précise que le Tchad est le pays le plus touché. Soyez rassurés que les plus hautes autorités du pays, avec à leur tête son Excellence le Président Idriss Déby Itno, que chaque mois, le 24, le janvier c'est un peu spécial, chaque mois le 24, on se retrouve avec lui, sous sa présidence, en train de voir cas par cas les maladies qui nous dérangent d'avancer. Il a pris en compte la santé. Et il a fait de la santé sa priorité, la priorité de toutes ces priorités, et il accorde une attention particulière à vos activités et les recommandations adressées au ministère, comme je viens de le dire, les ministères de la Santé, seront transmises et étudiées très rapidement avant de leur traduction en actes.
Il ressort de ces assises que les actions prioritaires pour l'année 2020 visant le renforcement de la surveillance épidémiologique du ver de Guinée sont envisagées. Il s'agit de la prise en charge des cas humains, infection animale du ver de Guinée, la gestion de l'environnement relative à la maladie du ver de Guinée et la communication pour le changement de comportement. Je vous donne la teneur de ce communiqué pour la suite de l'édition. L'ambassade des missions permanentes du Tchad en Suisse informe l'opinion nationale de ce qui suit. La ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Madame Ashta Djibrinessi, à la tête d'une importante délégation composée de l'ambassadeur du Tchad en Suisse, Ahmad Makaïla, du conseiller et du chef de l'État en charge du commerce et du directeur général technique du commerce, participe à Davos en Suisse au Forum économique mondial. La ministre du Commerce, en sa qualité de coordinatrice du groupe des pays les moins avancés à l'Organisation mondiale du commerce, va pouvoir défendre à Davos les intérêts et les priorités du PMA dans la perspective de la prochaine conférence ministérielle de l'OMC et dans un contexte de tensions qui touchent le système commercial multilatéral. L'objectif étant donc de tenir compte des contraintes de capacité institutionnelle, infrastructurelle et des ressources humaines auxquelles font face les PMA et d'obtenir des résultats concrets et mesurables en leur faveur. Résultats qui participeront à une meilleure intégration des PMA dans le système commercial multilatéral basé sur des règles. Le vice-président de la région Afrique de la Banque mondiale, Hafiz Nganem, en mission dans notre pays, a animé une conférence de presse au siège de l'institution de N'Djamena. Les échanges avec les hommes des médias ont porté sur l'appui que l'institution financière apporte pour le développement du Tchad. Reportage Tamgelit Joël. Ayant échangé avec les membres du gouvernement sur les priorités du développement du Tchad, Hafiz Nganem, vice-président région Afrique de la Banque mondiale, se livre à la presse. Saluant l'excellence des coopérations qui existent entre le Tchad et son institution, qui appuie les initiatives en faveur du développement, le vice-président de la Banque mondiale se dit émerveillé par les efforts du Tchad dans l'accélération de la croissance économique. Ces efforts sont visibles à travers les investissements pour l'autonomisation de la jeune féminine et la lutte contre la mortalité infantile et néonatale. Un projet comme le projet SWET, projet qui lutte contre le mariage précoce, qui lutte contre avoir des enfants trop tôt. C'est un projet qui encourage que les filles restent à l'école et qui encourage l'autonomisation économique des femmes. Le Tchad est un pionnier dans ce domaine. C'est un des premiers pays qui a commencé ce travail pour l'autonomisation des femmes. En ce qui concerne la mise en œuvre du plan national du développement 2017-2021, Hafiz Nganem rassure de la disponibilité de la Banque mondiale à résolument s'engager aux côtés du Tchad. Mais dans le cadre de ce plan, on s'est mis d'accord que nous, on va se focaliser sur les infrastructures, et surtout l'énergie, et on a parlé aussi de routes, l'agriculture, le capital humain et l'économie numérique. Très ravi des succès enregistrés par le Tchad dans l'implémentation des projets de lutte contre la pauvreté, Hafiz Nganem dévoile aux professionnels des médias la nécessité pour son institution d'accélérer son appui pour que d'ici 2030, le Tchad atteigne son émergence. Sachez aussi que Hafiz Nganem a effectué hier un déplacement à Mani, dans la province de Hadjar Lamis, pour constater de visu les réalisations du projet SWED financé par la Banque mondiale. Youssouf Abderrahman, Aligat. Mani, localité située à 105 km de N'Djamena, a accueilli le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique. Hafiz Nganem est venu ici pour apprécier les réalisations du projet SWED et échanger avec les bénéficiaires des différents projets financés par la Banque mondiale et mis en œuvre par le projet SWED. Le secrétaire général de la province de Hadjar Lamis, Djingar Gaspar, en accueillant le vice-président, a relevé que la Banque mondiale est un partenaire incontournable pour le développement économique et social du pays. J'apprécie grandement la collaboration soutenue entre la Banque mondiale pour la région Afrique
et le gouvernement tchadien. C'est pourquoi je demande aux bénéficiaires des projets de présenter honnêtement les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs activités et les solutions leur seront apportées par notre partenaire crédible qui est la Banque mondiale. Le chef de canton de Mani, Haroun Bar Brahim, a élevé le vice-président de la Banque mondiale au rang des natifs de la ville de Mani en lui faisant porter des vêtements traditionnels. Nous, à la Banque mondiale, notre objectif, c'est la lutte contre la pauvreté. Et donc, c'est pour cela que nous sommes convaincus que ce projet Suède et le travail que nous faisons avec vous pour l'autonomisation des femmes ici à Mani et au Tchad est un travail très important pour cette lutte contre la pauvreté. Le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique a ensuite visité le groupement féminin Leïma qui officie dans la culture d'oignons, d'ail et de riz financé par le projet Suède. Hafez Ghanem a eu droit au témoignage de quelques bénéficiaires de l'appui de la Banque mondiale. Après cette phase, le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique et sa délégation se sont rendus au district sanitaire de Mani. La délégation a visité les différents services que compose le district sanitaire et a recueilli les doléances du responsable de la formation sanitaire et des sages-femmes. Ce district est pris en charge par le projet Suède dans le domaine de la formation des sages-femmes, de la sensibilisation contre l'accouchement à domicile ainsi que l'espacement de naissance. La délégation tchadienne qui a pris part au 3e forum mondial de la jeunesse est allée remettre ce vendredi matin son rapport au ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Mamat Nassour Abdoulaye, compte rendu Gondoul Laya Angolona. C'est au cours d'un atelier de restitution que la délégation tchadienne ayant pris part au Forum mondial de la jeunesse a remis officiellement le rapport du dit forum au ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. En effet, la 3e édition du Forum de la jeunesse a eu lieu en décembre 2019 à Sharm el-Sheikh en Égypte et a vu la participation de 7000 jeunes venant de 163 pays de par le monde dont le Tchad. Le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi félicite et encourage les ambassadeurs du Tchad à ces assises. Je félicite et j'encourage les participants de la 3e édition du Forum mondial de la jeunesse qui ont eu l'idée de faire une restitution à la jeunesse tchadienne leur rapport. Cette restitution est sûrement une opportunité qui s'offre à vous qui n'ayez pas pu participer d'acquérir les enseignements utiles à toutes et à tous à votre développement. J'ose croire que la présentation générale du rapport des jeunes dynamiques et les échanges qui vont s'en suivre seront d'une importance capitale pour vous à l'ère de la 4e République. Le Forum mondial de la jeunesse est une plateforme construite par des jeunes prometteurs et envoie un message de paix, de prospérité, d'harmonie et de progrès au monde entier. Il engage des jeunes du monde dans une organisation enrichissante leur permettant d'échanger des points de vue et de recommander des initiatives aux décideurs et aux personnalités influentes. La rencontre sur la prévention des conflits électoraux et la lutte contre les discours de haine en période électorale a clos également sa session hier, initiée par la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC. Elle a pour objet d'outiller les professionnels des médias pour des élections apaisées. Moussamodou Abdoulaye. Soucieux des élections paisibles et pacifiques, la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, a durant 48 heures informé et sensibilisé les professionnels des médias sur le cadre légal des opérations électorales en vigueur en République du Tchad, ainsi que la prévention et la lutte contre les discours de haine en période électorale. Nous sommes des journalistes. Nous devrions être outillés en matière de techniques de couverture médiatique dans le cadre des élections. Et c'est dans ce cadre que cet atelier a été organisé. Et nous sommes outillés, nous sommes prêts à accompagner le gouvernement dans ce processus afin que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. On se rend compte que déjà la CENI et les médias se victimisent
Tantôt la CENI diabolise les médias aussi diabolisent la CENI, mais on se rend compte que les journalistes doivent avoir un rôle très important dans le processus électoral. Parce que pour un mot mal placé, le processus électoral sera entaché de beaucoup d'irrégularités et de beaucoup de problèmes. Conscient du rôle des médias dans le processus des élections, le secrétaire général de la CAC insiste sur l'application des notions apprises. Les élections ne doivent pas être une source de tension et de conflit, mais un moment de débat, de confrontation d'idées et de partage en vue d'une démocratie durable et pacifique. La Commission électorale nationale indépendante CENI salue l'initiative de la CAC tendant à faire des professionnels des médias des acteurs de la paix et de la cohésion sociale. Nous avons désormais une autre responsabilité, c'est celle qui consiste à sensibiliser toute la masse, en tout cas des citoyens tchadiens, pour que ceux-ci comprennent le bien fondé de ce que c'est que entretenir un débat très important par rapport donc aux élections qui se pointent à l'horizon. À la fin de ces assises d'extrême importance, des dons composés de matériel informatique et d'équipements logistiques ont été remis à la CENI par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. La victoire des candidats aux élections ou le triomphe des idéaux du parti dépendent de la capacité. Soucieux des élections paisibles et pacifiques, la CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, a durant 48 heures informé et sensibilisé les professionnels des médias sur le cadre légal des opérations électorales en vigueur en République du Tchad, ainsi que la prévention et la lutte contre les discours de haine en période électorale. Nous sommes des journalistes. Nous devrions être outillés en matière de techniques de couverture médiatique dans le cadre des élections. Et c'est dans ce cadre que cet atelier a été organisé. Et nous sommes outillés, nous sommes prêts à accompagner le gouvernement dans ce processus afin que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. On se rend compte que déjà la CENI et les médias se victimisent. Tantôt la CENI diabolise les médias aussi diabolisent la CENI, mais on se rend compte que les journalistes doivent avoir un rôle très important dans le processus électoral. Parce que pour un mot mal placé, le processus électoral sera entaché de beaucoup d'irrégularités et de beaucoup de problèmes. Conscient du rôle des médias dans le processus des élections, le secrétaire général de la CAC insiste sur l'application des notions apprises. Les élections ne doivent pas être une source de tension et de conflit, mais un moment de débat, de confrontation d'idées et de partage en vue d'une démocratie durable et pacifique. La Commission électorale nationale indépendante CENI salue l'initiative de la CAC tendant à faire des professionnels des médias des acteurs de la paix et de la cohésion sociale. Nous avons désormais une autre responsabilité, c'est celle qui consiste à sensibiliser toute la masse, en tout cas des citoyens tchadiens, pour que ceux-ci comprennent le bien fondé de ce que c'est que entretenir un débat très important par rapport donc aux élections qui se pointent à l'horizon. À la fin de ces assises d'extrême importance, des dons composés de matériel informatique et d'équipements logistiques ont été remis à la CENI par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Voilà, toutes nos excuses. Nous avons eu quelques soucis. Nous poursuivons cette édition. À l'approche des élections législatives et communales, le mouvement patriotique du Salut MPS forme les membres du bureau politique national. C'est à la faveur d'une journée d'information axée sur le processus électoral. La séance a vu la participation du secrétaire général du MPS, Mahamat Tezen Bada. Reportage Adef Amat Benraba.
La victoire des candidats aux élections ou le triomphe des idéaux du parti dépendent de la capacité, de la bonne préparation et de la compréhension du contour de tous les processus électoraux pour tout responsable d'une formation politique. C'est à juste raison que le secrétariat général du MPS, à travers son secrétariat national chargé des élections et des manifestations, renforce les capacités des membres du bureau politique national. La thématique développée a porté sur le processus électoral. À cette journée d'information qui a vu la participation du secrétaire général du MPS, Mahmazen Bada, et ses proches collaborateurs, des sommités du parti se sont relayés pour animer la séance, laquelle s'inscrit en droite ligne de la période préélectorale. Moussa Kadam, Liman Mahamat et Jimtibay Lapianelita ont entretenu leurs camarades du parti, qui sont les membres du BPN, sur leurs tâches, tous les contours, notamment le code électoral, la prochaine révision des listes électorales et bien d'autres lois organiques. Journée d'information qui est jugée nécessaire et absolument nécessaire par le secrétariat national et a naturellement confié l'organisation pratique au secrétariat national chargé des élections et des manifestations. C'est le texte relatif à tous les processus électoraux, puisque si on ne les cerne pas, si nous-mêmes on ne les appréhende pas, on ne pourrait pas gérer et défendre au mieux les intérêts de notre parti dans les différentes consultations. Pour le député Moussa Kadam, il est de la responsabilité des membres du BPN de sensibiliser la base. Le MPS qui a amené la démocratie est aujourd'hui le mieux outillé chaque fois qu'il évalue son parcours. Il évalue les actions en faveur de ce peuple qu'il est venu libérer le 1er décembre 1990. En quoi les règles de jeu, les lois édictées ont porté leurs fruits, en quoi il y a des lacunes. L'évolution du processus électoral avec la mise en place de la CENI, du cadre national du dialogue politique et de sa configuration n'ont pas été perdues de vue. En 2019, les discussions engagées ont permis la signature d'un protocole d'accord au sein de la classe politique pour un CNDP rénové. Ce CNDP rénové est de composition paritaire de 15 représentants des partis politiques de la majorité et de 15 représentants des partis politiques de l'opposition démocratique. La composition a été également actée par décret. Il est aussi de la responsabilité des 127 membres du bureau politique national de relayer le message sur la préservation et la consolidation de l'unité nationale, de la paix, de la sécurité, levier de tout développement. Face au phénomène de prise d'otages et d'enlèvement contre rançon, le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirko, a entrepris une tournée de sensibilisation dans quelques localités. Des précisions avec Ditaingue Félix. C'est depuis plus de 6 mois que le phénomène de prise d'otages des personnes contre rançon a refait surface dans la sous-préfecture de l'Armanaï et précisément dans le canton Pau et Mbouroum. Cette situation d'insécurité a motivé la descente et le séjour du gouverneur et sa délégation dans cette localité qui partage les frontières avec la République du Cameroun et la province du Mayo-Kébi-Ouest. Dans le chef-lieu de la dite sous-préfecture, devant une foule nombreuse conviée pour la circonstance, le gouverneur a axé son message sur la lutte sans merci contre ces hors-la-loi qui ôtent le sommeil à la population tout en l'appauvrissant. Moussa Haroun Tirgo a sollicité de la population une sincère collaboration dans cette lutte contre ces fauteurs de troubles. Nous tenons nos engagements pour assurer votre sécurité. Voilà, collaborez avec nous. Les motos, les chevaux, les véhicules seront mis à notre disposition pour travailler ensemble pour que
démanteler carrément tous les nids de malfaiteurs qui sont là dans nos frontières. Avec les autorités administratives traditionnelles et les leaders d'opinion, Moussa Haroun Tirgo, gouverneur de la province du Logone oriental, a, après le mot de bienvenue de Madame le préfet du département de Mondelam, Madimbaï Koudimbaï, relevé que son séjour lui a permis de constater qu'une bonne partie de la population est responsable de l'insécurité qui sévit depuis belle lurette dans ces localités parce que celles-ci refusent de collaborer avec les autorités administratives et sécuritaires. En aparté, le gouverneur a interdit aux chefs de canton et chefs de périque de collecter de l'argent pour libérer ses otages. Un délai d'observation d'1 mois est accordé aux chefs de canton de Pau et Mbouroum pour veiller à ce que cesse ce phénomène. Cependant, déterminé à combattre ces Araguina jusqu'à leur dernier retranchement, le général de corps d'armée Moussa Haroun Tirgo a déployé à bord de motos clando et de véhicules les forces de défense et de sécurité dans les localités de Mbouroum, Pau et Lumbogo où il a installé son quartier général. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, la commissaire à l'éducation et compétences de l'Union panafricaine de la jeunesse, Amina Priscille Lango, a fait un point de presse ce matin. Elle salue ici les efforts consentis par le gouvernement dans le secteur de l'éducation. Un extrait de ses propos. L'éducation est synonyme de développement, d'autonomisation et de transformation pour les individus et les sociétés. C'est un droit humain, une responsabilité publique. C'est pourquoi l'Assemblée des Nations Unies a retenu la date du 24 janvier pour célébrer le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. Une éducation inclusive de qualité est gage d'une meilleure capture du dividende démographique. Mais malheureusement, les conflits, la pauvreté, le sous-développement, le terrorisme et l'obscurantisme sont les obstacles pour une éducation inclusive de qualité en Afrique. Malgré la crise économique aiguë vécue au Tchad, entamant les investissements dans les secteurs vitaux, notre pays, le Tchad, a toujours accordé une importance et une attention très particulière au secteur de l'éducation. L'engagement réaffirmé du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, à la conférence du partenariat mondial pour l'éducation à accroître la part du budget national destiné à l'éducation en témoigne la volonté politique du gouvernement à faire et à œuvrer davantage pour une éducation inclusive de qualité. Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage à toute la communauté éducative, en particulier les enseignants, passeurs des connaissances qui travaillent parfois dans des conditions difficiles à travers notre espace, mais aussi partout dans le monde. Sans oublier les associations de la société civile qui s'activent sans retenue dans ce domaine. Mes hommages vont aussi à la première dame, Madame Inda Déby Itno, pour sa lutte à travers sa fondation. Nous sommes tous témoins de toutes les opérations de bienfaisance en faveur des élèves et enseignants sur toute l'étendue du territoire. Les progrès enregistrés depuis quelques années au Tchad sont encourageants. La construction des écoles et universités dans plusieurs localités du pays. Ces efforts, je voudrais dire, et réalisations témoignent de l'engagement de l'État tchadien à œuvrer davantage pour le développement de l'éducation au Tchad. Que cette journée nous interpelle pour agir encore plus vigoureusement afin d'arriver à un taux de couverture acceptable. Voilà des propos recueillis par Kalia Gavoutna. En sport, dans le cadre du développement du football tchadien, le président de la Ligue de football de la province de N'Djamena, Ahmed Maïna Ahmed, a procédé à l'installation du bureau de la sous-ligue de la commune du 5e arrondissement. Ce bureau est composé de 12 membres avec à sa tête Mahamat Abadago Ngeme. John Nestor. Soucieux de la promotion et du développement du football tchadien, les responsables de la Ligue provinciale de N'Djamena élargissent leur champ de vision. Ils installent en ce jour officiellement le bureau de la sous-ligue de la commune du 5e arrondissement. Ce bureau, composé de 12 membres et 9 conseillers, est dirigé par Mahamat Abba Dogo Guémé.
Il demande aux uns et aux autres de l'aider dans l'exécution de cette tâche. Après l'installation, le président de la Ligue provinciale de football de N'Djamena a mis un accent particulier sur les réalisations du football dans la commune du 5e arrondissement. Je vous demande encore une fois de plus de travailler. Être à la Ligue, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter ta proposition, ce que tu fais. Mais travailler avec une ambition de vraiment relever les défis au niveau du 5e arrondissement. Occasion pour le maire premier adjoint, Saleh Goudier, d'encourager les efforts fournis par la Ligue provinciale de N'Djamena pour le développement du football tchadien. Et cette triste nouvelle au bas de ce journal, l'ambassade du Soudan au Tchad de la colonie soudanaise N'Djamena, les enseignants et élèves de l'école de l'amitié Tchad-Soudan annoncent avec regret le décès de M. Hassan Al-Imam Al-Bashir, directeur de l'école de l'amitié Tchad-Soudan, survenu hier à Khartoum, dans la capitale soudanaise, des suites d'une courte maladie. Paix à l'âme du regretté. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec cette triste nouvelle que se referme cette édition. Au nom des équipes techniques et rédactionnelles, je vous dis grand merci et à très bientôt sur la chaîne nationale. Bonsoir.